très tôt, et là toujours, mes analyses sont toujours fondées sur des enquêtes très précises et des témoignages directs de gens au cœur de la machine. Dès 2018-2019, j'ai un contact qui m'alerte et qui me dit Emmanuel Macron ne cesse de dire dans des réunions à l'Élysée, à employer l'expression du grand remplacement, expression, comme tu sais, qui est utilisée par l'écrivain d'extrême droite Renaud Camus, entre autres, et donc, dans les réunions de l'Élysée, il parle du grand remplacement, pas pour critiquer la notion, mais pour reprendre, comme il fait souvent, une terminologie d'extrême droite, comme s'il accréditait qu'il y avait un grand remplacement. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand... On est à quel moment exactement? En 2018-2019, très tôt. Et donc ça, quand je te dis, il a une proximité avec la droite et l'extrême droite, c'est que en privé, il a toujours plus joué avec les terminologies et le vocabulaire de l'extrême droite, en privé, je dis, en réunion en tout cas, auprès de ses collaborateurs, que en utilisant des références de la gauche. C'est très fort le terme de grand remplacement. D'ailleurs, les gens qui ont témoigné auprès de moi à ce sujet-là étaient choqués. C'est pour ça, alors même qu'ils étaient au cœur de la Macronie, c'est pour ça qu'ils ont exprimé leurs doutes très tôt auprès de moi en expliquant mais comment ça se fait qu'on a un président de la République qui utilise dans les réunions de l'Élysée le terme de grand remplacement. Ça, c'est pour éclairer l'actualité récente sur le fait qu'il a employé le terme immigrationniste, ou c'est pour éclairer le fait qu'il a laissé passer la loi immigration en décembre dernier. Je te parlais de la loi immigration en 2020. Tout le monde a oublié également l'interview qu'Emmanuel Macron donne à valeur actuelle dès octobre 2019, lors d'un voyage qu'il fait à l'île Maurice et à Mayotte. Et il donne une interview à Louis de Raguenel, à l'époque, qui est journaliste à l'époque, à valeur actuelle, dans l'avion du retour. Et l'interview est déjà délirante vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis de la laïcité, vis-à-vis de la police, des Gilets jaunes. C'est déjà une interview où il y a déjà toute son inclinaison d'extrême droite qui est mis noir sur blanc. Et dernière petite anecdote à ce sujet-là, je sais que justement en privé, en off, devant Louis de Raguenel, alors ça je ne tiens pas ça de Louis de Raguenel, mais je tiens ça d'une indiscrétion d'une de ses connaissances, je sais que en off, lors de cette interview, Emmanuel Macron va multiplier le vocabulaire d'extrême droite pour faire plaisir à Louis de Raguenel. Et Louis de Raguenel en est choqué. C'est-à-dire qu'il ne s'attend pas à ce que le président de la République française utilise du vocabulaire d'extrême droite, notamment pour qualifier les arabo-musulmans. Alors j'ai plus la dénomination exacte d'Emmanuel Macron, mais je sais, en tout cas je certifie qu'à l'époque, il avait utilisé des termes d'extrême droite pour qualifier cette population, et c'était un vocabulaire qui venait de la période de la colonisation et de la décolonisation en réalité, tout le monde a oublié, mais en 2016-2017, quand il se présente à la présidentielle de 2016-2017, il utilise beaucoup de canaux qui viennent du groupe Bolloré. Il utilise Havas, mais il utilise, tout le monde a oublié, mais il utilise par exemple, en utilisant Havas, il utilise toutes les ressources du groupe Canal+ à l'époque. Il y a Cyril Eldin qui le suit à chaque fois justement pour faire de l'image, pour le rendre sympathique, pour le rendre humain. Et donc, il n'utilise pas uniquement les canaux Lagardère avec Mimi Marchand, il utilise également beaucoup de canaux médiatiques qui sont déjà la propriété et qui sont déjà sous le contrôle de Vincent Bolloré. Et c'est déjà des canaux médiatiques qui sont petit à petit déjà transformés d'un point de vue idéologique et culturel. Donc ça, c'est quand même un point important parce qu'on a l'impression que le retour au flirt avec Bolloré est récent. En fait, il l'a toujours eu. Il y a eu une période effectivement extrêmement dure qui a commencé dès l'automne 2017 et début 2018, de mon point de vue, jusqu'en 2021-2022. C'est-à-dire que la réconciliation avec Bolloré, notamment dans le monde des affaires, de mon point de vue, se fait entre l'Élysée et Bolloré, se fait entre 2021 et 2022, pendant l'élection présidentielle, justement. Et donc là aussi, il y a une collusion et une porosité entre le système Bolloré et la Macronie. Et d'ailleurs, la Macronie, on va dire officielle, enfin entre guillemets, les députés qui suivent comme un seul homme Emmanuel Macron, ils ont mis aussi beaucoup de temps à comprendre que Macron n'était plus fâché avec Bolloré, mais dès lors, il y a à peu près un an qu'ils ont compris qu'ils n'étaient plus fâchés avec Bolloré, tout d'un coup, ça a été open bar, on les a tous retrouvés sur les antennes de Bolloré, et ça a été la surenchère de discours idéologiques, de plus en plus droitiers, si tu veux, pour essayer de faire comme le chef. Et il me fait état, effectivement, de cette rencontre Marine Le Pen-Macron. Alors, pour préciser les choses, à l'époque, c'est quand Macron, après les législatives, reçoit l'ensemble des patrons de groupes parlementaires du Parlement. C'est au moment où il est obligé de composer parce qu'il s'aperçoit qu'il n'aura pas la majorité au Parlement, et donc il reçoit Marine Le Pen à l'Élysée. Et effectivement, comme tu l'as rappelé, à cette occasion-là, Marine Le Pen est totalement étonnée
d'être reçue comme si c'était une amie de la famille, et au point que Brigitte Macron lui fait la bise, selon le témoignage qu'on m'a transmis. Donc c'est ce que je dévoile dans ce tweet. Ça montre effectivement une proximité très très forte entre la principale leader du parti d'extrême droite RN avec Emmanuel Macron. On imagine mal Brigitte Macron faire une bise à Mathilde Panot ou à Manuel Bompard, pour parler de LFI, ou même à François Hollande. Attends. Là, qu'est-ce que me disait Jean-Bernard Gaillot-Renucci depuis 4 ans, 5 ans? Parce que ça fait très longtemps qu'il m'en parle, il n'y a pas que lui qui m'en parle. C'est que derrière l'idée de triangulation, il y a vraiment l'idée de compromission. C'est-à-dire que, en fait, Emmanuel Macron, ce que les gens n'ont pas compris, et y compris les décideurs, y compris les dirigeants économiques et politiques. Par exemple, quand on parle d'Emmanuel Macron à François Hollande, ou quand on parle d'Emmanuel Macron à d'anciens dirigeants de droite ou de gauche, il y a quelque chose qu'ils n'ont toujours pas compris. C'est qu'Emmanuel Macron, il y a quelque chose qui, par-dessus tout, il veut, c'est le pouvoir, et conserver le pouvoir. Il y a un sarkozyste qui me disait très tôt, lors du premier quinquennat, de toute manière, on va l'avoir pour 10 ans. Et donc ça, c'était avant l'élection de 2022. Souvenez-vous, avant 2022, il y a une partie des dirigeants de droite et de gauche traditionnels, de centre droit et de centre gauche, on va dire, qui pariaient tous sur le fait que Macron n'allait pas se faire réélire. Il s'est fait réélire. Depuis début 2022, et j'en parle justement dans le fil Twitter que tu as évoqué, Emmanuel Macron a ambiancé son entourage sur le projet fou de faire un 3e mandat. Moi, j'en ai parlé très tôt, parce que j'ai eu une indiscrétion au cœur du palais. J'en ai parlé très tôt dans une chronique, dans un article politique de la Tribune. En octobre 2022, je dis Emmanuel Macron a un objectif de faire un 3e mandat. Moi, dans cet article-là, je ne parle pas de 2027, parce qu'effectivement, il y a un blocage constitutionnel sur un 3e mandat consécutif. Même si beaucoup de gens ont imaginé une possibilité de soit transformer la Constitution, de faire appel à un référendum, de se retrouver avec une situation article 16, c'est-à-dire tous les pleins pouvoirs face à une situation exceptionnelle. Mais moi, qu'est-ce que j'écrivais dans le papier? C'est un 3e mandat avec l'objectif de 2032, c'est-à-dire un retour d'Emmanuel Macron en 2032. Et en fait, je ne dis pas que c'est crédible, je ne fais pas de la prospective politique, ou je ne fais pas du commentaire politique quand je dis ça. Je dis que dès 2022, Emmanuel Macron, à la fois pour ambiancer, et pourquoi, et c'est ce que j'explique dans l'article, pourquoi il a besoin d'ambiancer la Macronie et l'entourage, c'est qu'il sait très bien que ne pouvant pas officiellement et constitutionnellement se représenter pour un 3e mandat consécutif, il sait très bien que depuis, en fait, mai 2022, il y a l'ensemble de ces troupes macronistes qui regardent déjà vers l'avenir, et donc qui essayent déjà de se trouver un successeur. Et donc, Emmanuel Macron, comme sa peur panique, c'est d'être oublié et d'être mis de côté, et donc de subir ce qu'on appelle une chiracisation, comme Chirac l'a subi avec la montée de Nicolas Sarkozy à la fin de son 2e quinquennat, il a tout fait pour que ça ne soit pas possible. Il a tout fait pour rester au cœur du jeu. D'un point de vue narcissique et personnel, avec un ego politique démesuré, une hubris, comme on dit, une ambition folle et démesurée qui fait qu'en gros, il veut toujours compter. Alors même que tout était fait structurellement avec son arrivée au pouvoir en 2022 pour que l'ensemble des forces politiques, y compris au sein de la Macronie, commencent à l'oublier. Et donc, il a institué l'idée de ce 3e mandat également pour ça, pour pas qu'on l'oublie. Reste que le 3e mandat dans la tête, là pour le coup, de conseiller Élysée, c'est quelque chose, c'est un plan qui a été réellement réfléchi. À tel point qu'en juin 2023, c'est-à-dire plus de 9 mois après mon article, Richard Ferrand et d'autres sources macronistes ont commencé à ambiancer les canaux officiels de la Macronie, notamment le JDD, je crois, et puis d'autres journaux, pour effectivement évoquer l'idée d'un 3e mandat. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, tout le long de l'année 2023, il y a eu une sorte de débat constitutionnel. Alors, il y a des journalistes qui sont venus voir des constitutionnalistes, et la Macronie parle d'un 3e mandat. Est-ce qu'un 3e mandat consécutif est possible? Est-ce qu'on pourrait changer la Constitution? Et compagnie, et compagnie. En fait, à minima, Emmanuel Macron, dans sa tête, tu me parlais de la tête d'Emmanuel Macron, souhaite un 3e mandat. Pas forcément en 2027, parce que c'est pour l'instant rendu impossible, mais au moins en 2032. Il est là, sa folie politique. C'est-à-dire qu'il a tellement d'ambition politique que comme il est le plus jeune président de la République, il ne faut jamais l'oublier, eh bien, il pense que pour marquer l'histoire, il sera le premier président de la République à faire trois mandats à l'Élysée. Il y a quand même dans les offs et des explications, là pour le coup, auprès des journalistes politiques depuis l'annonce de la dissolution par les conseillers de l'Élysée depuis quelques jours, l'idée que finalement, vaut mieux les mettre au pouvoir à Matignon que de leur donner le pouvoir à l'Élysée. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte, ça fait partie des éléments de langage que la plupart des responsables macronistes sur les plateaux télé délivrent comme ça. Il y en a certains quand même qui disent ça en direct, si tu veux. Cet élément de langage, c'est de la folie pure. Mais pourquoi il fait ça par rapport à ce que je vous expliquais juste avant? Pourquoi il irait jusqu'à vouloir quasiment inconsciemment ou consciemment mettre le Rassemblement national à la tête à Matignon. Alors c'est vrai qu'en termes d'analyse politique, on pourrait dire, mais s'il donne les conditions
par cette dissolution, de donner les clés du camion au RN au Matignon, sa vie politique est terminée. Et ça, c'est un argument qui s'entend tout à fait en termes d'analyse politique. Mais là encore, c'est une analyse politique traditionnelle, je dirais. C'est-à-dire comme si la Ve République et la démocratie française fonctionnaient encore normalement. Tu sais très bien aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de Trumpisme au début, de fake news, de Trumpisme, de faux semblants, de mensonges. On est dans des démocraties tellement chamboulées, y compris par les manipulations de tous ordres, par le contact direct à l'électorat par les réseaux sociaux. Je dis pas que les réseaux sociaux c'est mal, hein, mais il y a des tentatives de manipulation fortes à travers les réseaux sociaux. Tous ces mécanismes-là qui sont utilisés aujourd'hui peut amener à penser que du chaos naîtra autre chose. Et donc, Emmanuel Macron, il est dans cette, entre guillemets, transgression-là. Il n'est pas du tout dans l'idée, le président de la République, c'est la concorde nationale. Non. Pour reprendre le terme, d'ailleurs, par exemple, de Jean Bernard, que j'ai déjà cité dans un article de la Tribune, c'est le bordélisateur en chef. Emmanuel Macron est le bordélisateur en chef, si tu veux. Et donc, il faut voir qu'il a toujours bordélisé depuis qu'il est arrivé à l'Élysée il y a 7 ans. Depuis 7 ans, il ne fait que bordéliser. Depuis 7 ans, il ne fait que mettre les Français les uns contre les autres, et de jouer entre intérêts antagonistes. Il n'a cessé de faire ça. Et il y a quelques jours, j'ai vu un tweet d'Edoui Plenel, d'ailleurs tu citais Plenel tout à l'heure, qui disait c'est pas une triangulation, c'est une compromission. Et en fait, cette compromission-là, elle est ancienne. Je parlais d'Yves de Cardrel, ancien directeur général de Valeurs Actuelles. On est commission Attali, c'est-à-dire on est quand il est à la banque Rothschild. Oui, oui. Il a toujours côtoyé des gens de droite extrêmement conservateurs. Ça passe aussi par la présence de sa femme Brigitte Macron, qui ne s'est jamais cachée d'avoir voté à droite, d'avoir voté Nicolas Sarkozy, d'être de droite, conservatrice, droite provinciale, d'Amiens. Mais là aussi, il y a tout un jeu de commentaires qui ont fait de Brigitte Macron la droitière du couple et Macron qui serait le progressiste du couple. Absolument. Et ouais. Les choses sont de nouveau beaucoup plus noires d'une certaine manière, ou beaucoup plus grises que cette analyse binaire. En fait, Emmanuel Macron, je parlais du chevènementisme il y a plus de 20 ans, il a un rapport à l'ordre qui est très droitier. Quand je parlais de verticalité, pour reprendre les termes des commentateurs, il a un rapport, comme je disais tout à l'heure, ambigu à l'État et à la démocratie. Et ça, je le comprends très tôt parce que je tombe sur des écrits de lui, notamment un article qu'il écrit dans la revue Esprit, dans lequel il est capable d'expliquer que, notamment sur les questions budgétaires, et là, par rapport au cadre européen et de l'Union européenne, on peut mettre en place une pause démocratique. Donc là, on est sur un terrain budgétaire, économique et financier, mais il explique en gros que l'idéologie néolibérale, le néolibéralisme, implique un autoritarisme, c'est-à-dire l'effacement de la démocratie. Et d'une certaine manière, c'est intrinsèque au néolibéralisme. Il l'explique où, ça ? Il l'explique dans un article. Il explique dans un article de la revue Esprit, qui est une revue d'obédience catholique. Il explique que les élections, ce sont, on va dire, des accidents politiques, et que, au contraire, on a besoin de stabilité. Et que donc il faut par tous les moyens contourner l'expression populaire, notamment sur les grands choix qui impliquent pas une décision du peuple. Donc là, je comprends très vite à ce moment-là qu'il a un rapport que je qualifierais totalement réactionnaire à l'égard de la démocratie. Il considère qu'il fait partie des élites et que seules les élites doivent décider, juger, et que le peuple n'a pas à juger, n'a pas à décider, n'a pas la capacité à prendre des choix éclairés. Et d'ailleurs, il dit ça à un autre moment, il dit ça très tôt, il dit ça en juillet 2015, dans une interview qu'il donne au journal Le 1, qui à l'époque est financé par Henri Armand, le journal d'Éric Fotorino, ancien patron du Monde. Dans cette interview du 1, qui est maintenant célèbre, il dit dès juillet 2015 qu'il y a une figure manquante dans la démocratie française, c'est la figure du roi. Et il explique, là, il fait tout un discours pour dire que la France n'aurait jamais dû, entre guillemets, là je caricature un peu ses propos, mais en fait que la France pâtit du fait que on a tué le roi Louis XVI en 1793. Et son panthéon historique, qu'il adore utiliser et instrumentaliser, oui. Il adore utiliser les grandes figures historiques et ce grand travail de mémoire, il oublie toujours l'épisode de la Révolution française. Mais comme il oublie généralement et souvent l'épisode de la décolonisation. Il va toujours ou régulièrement mettre en parenthèse ces grands mouvements populaires. Il va jamais parler de la Commune, quasiment pas. Et donc Emmanuel Macron, il s'inscrit dans une tradition beaucoup plus réactionnaire et inquiétante de mon point de vue. C'est pour ça que très tôt, je disais, il a une ambiguïté par rapport à la démocratie et à l'État. Après,
sur le rapport à l'extrême droite, c'est passé par de multiples canaux. Je parlais d'Yves de Kerdren tout à l'heure, mais il y a une personne aussi qu'il rencontre très tôt dans son parcours et qui va l'ouvrir à des canaux droitiers et barbouzes d'ailleurs de la Ve République. Le Monde en a un peu parlé en évoquant Bruno Roger Petit sur le fait que Bruno Roger Petit, donc conseiller mémoire de l'Élysée, était très proche de Michel Charasse, l'ancien conseiller historique de François Mitterrand. En fait, j'ai écrit très tôt, dès 2019, que l'un des mentors d'Emmanuel Macron est historique. C'est justement pas Jacques Attali ou Alain Minc, C'est Charras. mais c'est Michel Charasse. C'est ça. Charasse a utilisé d'ailleurs Macron d'une manière assez cynique comme arme contre François Hollande pour des raisons de vengeance personnelle, parce qu'il n'a jamais supporté qu'Hollande devienne président de la République. Et Charasse, c'est pas uniquement Charasse et la Mitterrandie, c'est également ses rapports avec la droite la plus dure, c'est-à-dire avec Charles Pasqua, ancien ministre de l'Intérieur. C'est toutes les zones d'ombre de la résistance. Et comme me l'a dit un contact que j'ai utilisé sur un récent portrait que j'ai fait de Bruno Roger Petit, finalement Bruno Roger Petit, il est fasciné, comme Macron, par la face obscure des années Mitterrand. Il est fasciné par la face Bousquet de Mitterrand et par l'aspect barbouze Dumas, on va dire Roland Dumas, de François Mitterrand. Et ça implique deux choses, c'est-à-dire un flirt avec des réseaux d'extrême droite très tôt, et deux, ça implique également un rapport au pouvoir qui, de nouveau, n'est pas démocratique, parce que très lié à l'appareil policier, à la barbouze, à l'obsession des complots, à la paranoïa. Il faut voir dans quel état d'esprit est Macron et la Macronie depuis 7 ans. Ils critiquent tout le monde en disant que tout le monde est complotiste, mais en réalité, souvent, c'est eux qui le sont, en voyant des complots partout contre eux, et en imaginant parfois, on a pu le voir là encore récemment, quand on a parlé de Pierre Charon ou des choses comme ça. Donc Pierre Charon, je rappelle, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et de Jacques Chirac, qui a été présenté comme un des inspirateurs de la dissolution avec Bruno Roger Petit. Et Pierre Charon, c'est là où on retrouve aussi tous les réseaux de Pasqua, des Hauts-de-Seine. On a parlé également ces dernières années de la proximité de quelqu'un qui s'appelle Thierry Solaire, multi-condamné et multi-mis en examen, mais qui vient également de cette droite des Hauts-de-Seine. Et là, je te donne des premiers éléments qui montrent qu'en réalité, Emmanuel Macron est beaucoup plus imprégné et surtout est beaucoup plus proche des réseaux droitiers et d'extrême droite, parce que l'extrême droite ou les réseaux droitiers, c'est pas uniquement le Rassemblement national, c'est également, comme je l'ai dit à l'instant, une partie des réseaux policiers, une partie des réseaux de renseignement. Et ça, Emmanuel Macron, il a toujours été très réceptif et très soucieux de conserver et surtout d'acquérir des relations dans cet univers-là en clair-obscur.